Chapitre 10. Magellan découvre son royaume. La première traversée de l'océan inconnu. Une mer si vaste que l'esprit humain peut à peine se la représenter, lit-on dans la relation de Maximilian Transylvanus, est l'une des prouesses les plus héroïques qu'ait connue l'humanité. Déjà, la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb avait été considérée en son temps comme un exploit d'un courage incroyable. Et cependant, elle ne peut en rien être comparée à la victoire que Magellan arracha aux éléments, au prix de privations sans nom. Le voyage de Christophe Colomb, entrepris avec 3 navires entièrement neufs et bien approvisionnés, ne dura que 33 jours en tout. Et déjà une semaine avant de toucher terre, les herbes et les bois d'essences étrangères charriés par la mer et les oiseaux survolant les navires signalaient l'approche d'un continent. Ces hommes sont frais et dispos, et les navires si abondamment pourvus de vivres que, dans le pire des cas, ils pourraient rebrousser chemin sans avoir rien fait. Ce n'est que devant lui qu'il a l'inconnu, et derrière lui, il a la patrie, où il peut revenir en cas d'échec. Magellan, par contre, s'enfonce complètement dans l'inconnu. Et il ne part pas d'un port européen familier, mais d'un pays étranger et inhospitalier, la Patagonie. Ces hommes sont épuisés. Ils ont déjà souffert de la faim et de toutes sortes de privations. Ce sont les mêmes souffrances qui les accompagnent et qui les menacent. Leurs vêtements sont usés chaque voile, chaque cordage. Depuis des semaines et des mois, ils n'ont aperçu aucun visage humain, vu aucune femme, bu aucun vin, pris aucune nourriture fraîche et en secret ils envient leurs camarades plus hardis qui ont déserté à temps et sont rentrés en Espagne au lieu d'être exposés comme eux au danger de cette immense mer. Et c'est ainsi que les 3 navires voyagent pendant 20, 30, 40, 50, 60 jours et toujours aucun pays en vue, aucun signe indiquant qu'il s'approche d'une terre. Plusieurs semaines se passent encore et cela fait 3 mois, 3 fois le temps dans lequel Christophe Colomb a traversé l'océan Atlantique. Pendant des milliers d'heures, la flotte de Magellan s'avance à l'aventure. Depuis le 28 novembre, le jour où le Cap Désiré a disparu dans le lointain, leurs cartes et leurs mesures sont sans valeur. Toutes les distances calculées par Falero se sont montrées fausses. Depuis longtemps, Magellan croit avoir dépassé Cipango, le Japon. Et cependant, il a à peine parcouru un tiers de l'océan mystérieux, qu'à cause de l'absence totale de vent, il appelle le Pacifique. Mais combien cruelle cette tranquillité, combien atroce ce calme absolu. La mer est toujours aussi bleue et miroitante, le ciel aussi serein et brûlant, l'air aussi vide de sons, l'horizon aussi lointain. Toujours le même néant bleu autour des 3 petits navires, seul point mouvant dans cette horrible immobilité. Toujours la même lumière cruelle le jour et la nuit les mêmes étoiles, froides et silencieuses, qui les interrogent en vain. Toujours les mêmes objets dans le carré des matelots. La même voile, le même mât, le même pont, la même ancre, les mêmes canons, les mêmes affûts. Toujours la même odeur de pourriture montant des entrailles du navire. Toujours, matin, midi et soir, les mêmes visages figés dans un morne désespoir, avec cette seule différence que chaque jour, ils s'allongent un peu plus. Les yeux s'enfoncent de plus en plus dans les orbites. Leur éclat diminue de jour en jour. Les joues ne cessent de se creuser. La démarche des matelots devient de plus en plus molle et vacillante. Ils ont des allures de spectres. Eux qui, quelques mois auparavant, jeunes hommes robustes, montaient et descendaient les échelles, manœuvrant rapidement au milieu de la tempête. À présent, ils marchent, en chancelant comme des malades ou gisent épuisés sur leurs paillasses. Les 3 navires ne sont plus que des hôpitaux flottants. Car les provisions diminuent d'une façon effrayante et la famine s'aggrave de jour en jour. Ce n'est d'ailleurs plus de la nourriture, mais des ordures que le préposé aux vivres distribue aux hommes. Il y a longtemps que le vin
qui rafraîchissait encore les lèvres et ranimait le courage des matelots, est épuisée. L'eau du bord, cuite et recuite par le soleil implacable, dégage une odeur telle que les malheureux doivent se pincer les narines pendant qu'ils humectent leur gosier desséché avec la seule gorgée qu'on distribue chaque jour. Quant au biscuit, qui est, avec les poissons qu'ils prennent, leur seule nourriture, il s'est transformé depuis longtemps en une poudre grise et sale où fourmillent les vers, et de plus empesté par les excréments des rats qui, affolés par la faim eux aussi, se sont précipités sur ce dernier reste de vivre. Si on leur fait désespérément la chasse à ces bêtes répugnantes, ce n'est pas seulement pour s'en débarrasser, mais aussi pour les manger. 1 demi-ducat d'or est le prix que l'on paye au chasseur habile qui a réussi à prendre l'un de ces rongeurs. Et gloutonnement, l'heureux acheteur dévore l'ignoble rôti. Pour tromper la faim qui les tenaille, les hommes inventent des recettes de plus en plus dangereuses. On mélange de la suure aux déchets de biscuits pour augmenter le volume de la faible ration quotidienne. Enfin, la famine devient telle que, comme l'avait prévu Magellan, ils en arrivent à dévorer le cuir des vergues. « Pour ne pas mourir de faim, » écrit Pigafetta, « nous finîmes par manger les morceaux de cuir dont est garnie la grande vergue afin de protéger les cordages contre le déchirement. Exposés depuis une année à la pluie, au soleil et au vent, ces morceaux de cuir étaient devenus si durs que nous dûmes les laisser prendre 4 à 5 jours dans l'eau pour les ramollir. Alors nous les passâmes sur le feu et nous les mangeâmes. » On comprend que même les plus résistants parmi ces hommes, d'une dureté de fer et habitués à toutes les privations, ne peuvent supporter un tel régime. Le scorbut fait son apparition. Les gencives commencent à enfler et à suppurer, les dents se déchaussent et tombent, des abcès se forment dans la bouche. Enfin, le palais enfle, d'une façon si douloureuse qu'ils ne peuvent plus rien avaler et périssent misérablement. La faim enlève leur dernière force aux survivants. Les jambes purulentes ou à demi paralysées, ils vont et viennent à petits pas, appuyés sur des bâtons ou restent accroupis dans les coins. 19 matelots, soit environ 1/10 des effectifs, meurent ainsi durant cette traversée au milieu des plus effroyables souffrances. L'un des premiers est le pauvre géant Patagon, qu'ils ont appelé Juan Gigante, et que peu de temps encore auparavant, ils admiraient tant parce qu'il dévorait en un instant une demi-caisse de biscuits et avalait un seau d'eau comme on vide un gobelet. Chaque jour diminue le nombre des matelots encore valides, et Pigafetta note avec raison qu'avec des équipages aussi affaiblis, jamais les navires n'auraient pu résister à une tempête. « Si Dieu, dit-il, et sa mère bénie ne nous avaient pas accordé un si beau temps, nous serions tous morts de faim dans cette mer immense. » Pendant des semaines et des mois, la caravane solitaire avance ainsi dans ce désert sans fin de l'océan, supportant toutes les souffrances imaginables. Et la plus cruelle ne lui est pas épargnée, celle de l'espoir déçu. De même que les hommes perdus dans le Sahara croient apercevoir soudain devant eux une oasis avec ses palmiers dont le feuillage se balance au vent, avec ses ombres qui s'étendent fraîches et bleues au milieu de la lumière crue, avec des sources bruissantes. Mais dès qu'ils s'apprêtent à jouir de toutes ces belles choses, ils les voient aussitôt disparaître, et la mer de sable s'étendre de nouveau autour d'eux, plus hostile encore qu'auparavant. De même, les gens de Magellan tombent eux aussi victimes de mirages cruels. Un matin, un cri enroué tombe de la hune. Le guetteur a aperçu une terre. Comme des fous, les matelots se précipitent sur le pont. Même les malades qui gisent à terre, flasques comme du linge mouillé, se traînent d'un pas chancelant. Vraiment, c'est une île! Et l'on met rapidement les canots à la mer. Déjà, ils rêvent d'eau douce et de repos à l'ombre des arbres. Déjà, ils brûlent de sentir la terre ferme sous leurs pieds. Mais, oh cruelle déception! Comme ils s'en approchent, cette île, et plus tard une autre, auxquelles ils donneront le nom de Islas Desaventuradas, les îles du malheur, s'avèrent comme n'étant faites que de rochers dénudés, inhabités et inhabitables. À quoi bon débarquer? Ce serait une perte de temps inutile. Et le voyage se poursuit, péniblement et tristement à travers ce désert bleu.
loin, toujours plus loin. Enfin, le 6 mars 1521, près de 100 jours se sont écoulés depuis que la flotte, au sortir du détroit de Magellan, s'est lancée en pleine mer, retentit de nouveau le cri. « Terre ! Terre !» Il était temps. 2 jours, 3 jours encore, et il est probable que la postérité n'aurait retrouvé aucune trace de cet exploit héroïque. Devenus des cimetières ambulants, les navires eussent erré de ci, de là, sans but et sans direction, pour disparaître finalement dans une tempête ou se briser en 1000 morceaux sur une côte quelconque. Cette terre, Dieu soit loué, est habitée. On y trouvera de l'eau pour les hommes à demi morts de soif. À peine la flotte s'approche-t-elle de la baie, et avant même qu'on ait amené les voiles et jeté l'ancre, que déjà filent dans sa direction, rapides comme des flèches, de petits canots peints, dont les voiles sont faites de feuilles de palmier cousues. Agiles comme des singes, les indigènes complètement nus grimpent à bord, et telle est leur ignorance des conventions sociales, qu'ils s'emparent aussitôt de tout ce qui leur tombe sous la main. En l'espace d'un instant, toutes sortes d'objets disparaissent, comme par enchantement, jusqu'au canot du Trinidad, que l'on a coupé de ses amarres. Sans penser qu'ils aient pu commettre quoi que ce fût de mal, et riant de s'être procuré aussi facilement des choses qu'ils n'ont pas encore vues, ils s'en retournent à terre avec leur butin. Car il leur est tout aussi naturel d'emporter quelques objets brillants dans leur chevelure qu'aux Espagnols, au pape et à l'empereur, de proclamer toutes ces îles inconnues avec leurs habitants, hommes et bêtes, propriété légale du roi très chrétien. Dans la situation difficile où il se trouve, Magellan ne peut guère admettre les pratiques de ces sauvages. Il lui est impossible de leur laisser son canot qui, déjà à Séville, lui a coûté 4000 maravedis et qui, ici, à des milliers de milles de distance, a une valeur inestimable, parce qu'irremplaçable. Aussi, dès le lendemain, il envoie à terre 40 hommes armés avec mission de reprendre son bien et de donner une bonne leçon aux indigènes. On met le feu à quelques-unes de leurs cases. Mais aucun combat véritable ne s'engage, car ces pauvres enfants de la nature sont tellement ignorants dans l'art de tuer que lorsque les flèches des Espagnols viennent s'enfoncer dans leur corps, ils ne peuvent comprendre comment de si loin ces choses empennées peuvent les atteindre et leur faire si effroyablement mal. Désespérés, ils arrachent les flèches de leur chair en sang et s'enfuient en un tumulte sauvage dans la forêt. Et maintenant, les Espagnols peuvent emporter un peu d'eau pour leurs compagnons et se livrer à une razzia en règle. Ils raflent dans les huttes abandonnées tout ce qu'ils trouvent, poulets, porcs et fruits, et après qu'indigènes et Espagnols se sont ainsi volés réciproquement, ces derniers, pour la honte éternelle de l'endroit, le baptisent l'île des Larrons. Quoi qu'il en soit, cette razzia sauve les Espagnols. 3 jours de repos, une nourriture fraîche, de la délicieuse eau de source ont vite fait de rétablir la plupart des hommes. Si par la suite quelques matelots, entre autres le seul Anglais du bord, meurent d'épuisement, si quelques dizaines d'autres restent malades et sans force, la période la plus dure est passée. Et c'est avec un courage nouveau que les navires reprendront le voyage vers l'ouest. Lorsqu'au bout d'une semaine, le 17 mars, surgissent les contours d'une île nouvelle, puis d'une autre encore. Magellan comprend qu'ils sont sauvés. D'après ses calculs, ce doit être les Moluques. Enfin, il touche au but. Mais même l'impatience qu'il éprouve de soigner ses malades et de rétablir ses hommes affaiblis ne peut le faire se départir de sa prudence habituelle. Au lieu de débarquer à Suluan, la plus grande des 2 îles, il choisit l'autre, que Pigafetta appelle Umunu, pour y jeter l'ancre, parce qu'elle n'est pas habitée. Étant donné l'état de santé de ses équipages, il veut éviter toute rencontre avec les indigènes. Avant de négocier ou de combattre, il s'agit de remettre les hommes sur pied. On transporte à terre les malades, on leur donne à boire de l'eau fraîche, on tue l'un des porcs que l'on a volés dans les îles des Larrons. Pour le moment, la chose qui prime, c'est le repos. Mais cela ne dure pas longtemps. Dans l'après-midi du lendemain, on voit s'approcher, venant de la grande île, un canot chargé d'indigènes, qui font de loin des signes amicaux. Ils apportent avec eux des fruits, qui sont tout à fait inconnus pour le brave Pigafetta, et qu'il ne peut assez admirer, car ce sont des bananes et des noix de coco.
dont le jus laiteux rafraîchit si bien les malades. En échange de quelques clochettes et verroteries, les Espagnols peuvent à présent se procurer du poisson, des poulets, du vin de palme, des oranges et toutes sortes de légumes et de fruits. Pour la première fois, depuis de longs mois, ils mangent à leur faim. Magellan avait cru tout d'abord avoir déjà atteint le véritable but de son voyage, les îles promises, les îles des épices. Mais il se rend compte maintenant que ce ne sont pas les Moluques, car son esclave Enrique ne comprend pas le langage des indigènes. Ce doit être par conséquent un autre archipel. Une fois de plus, les calculs de Magellan, qui lui ont fait prendre une route de 10 degrés de plus au nord, se sont révélés faux. Et une fois de plus, son erreur lui vaut une découverte. Car ainsi, il est arrivé sur un archipel complètement inconnu, dont aucun Européen ne soupçonnait jusqu'alors l'existence. En cherchant les Moluques, il a trouvé les Philippines, enrichissant de ce fait l'empereur Charles V d'une nouvelle terre, qui restera d'ailleurs plus longtemps au pouvoir de la couronne d'Espagne que celle découverte ou conquise par Christophe Colomb, Cortés et Pizarro. En même temps, il a fondé un empire pour lui, car, au terme de son contrat, lui et Falero ont droit à 2 îles, au cas où il en découvrirait plus de 6. De sorte qu'en l'espace de 24 heures, celui qui, hier encore, n'était qu'un pauvre aventurier au bord de l'abîme, est devenu gouverneur d'une terre qui lui appartient en propre, ce qui, avec ses autres avantages, fait de lui un des hommes les plus riches du monde. Brusque et merveilleux tournant de la fortune, après tant de mois sombres et pénibles. La certitude d'avoir enfin triomphé ne ranime pas moins sûrement les malades que la nourriture abondante, saine et fraîche, apportée chaque jour de l'île de Suluan par les indigènes. Au bout de 9 jours de repos sur cette tranquille plage tropicale, presque tous les matelots sont remis, et Magellan se prépare à aller explorer la grande île proche de Massawa. Un peu plus au dernier moment, un accident désagréable eût gâté sa joie. Son ami Pigafetta, en pêchant à la ligne, est tombé à l'eau, sans que personne ne s'en aperçût. Comme il ne sait pas nager, l'histoire de ce premier voyage autour du monde se serait noyée avec lui, si par bonheur il n'avait réussi à agripper un cordage. Ces cris vigoureux alertent l'équipage, qui remonte à bord le précieux chroniqueur. Cette fois, c'est avec joie qu'on hisse les voiles. Tout le monde sait qu'on est au bout de l'immense et horrible océan, que c'en est fini de ce vide obsédant et écrasant. Ils n'ont plus que quelques heures, quelques jours à voyager. Et en effet, ils ne tardent pas à apercevoir, à droite et à gauche, les contours de nouvelles îles. Enfin, le 4e jour, le 28 mars, la flotte jette l'ancre devant Massawa, avant le dernier élan pour atteindre le but tant désiré. À Massawa, cette petite île insignifiante de l'archipel des Philippines que l'on ne peut trouver qu'à la loupe sur la carte, Magellan connaît encore l'un des moments les plus dramatiques de sa vie. À peine les 3 navires s'approchent-ils, toutes voiles dehors, que la population se rassemble, joyeuse et curieuse, pour attendre sur le rivage l'arrivée des étrangers. Mais, avant de débarquer, Magellan envoie, par mesure de prudence, son esclave Enrique comme intermédiaire, supposant très justement que les indigènes auront plus confiance en un individu de leur couleur qu'en des hommes barbus à la peau blanche, si étrangement habillés et armés. Et voici que le miracle se produit. Criant et gesticulant, les indigènes à demi nus entourent Enrique. Et soudain, l'esclave malais s'arrête étonné, car il a saisi quelques paroles. Il a compris ce que ces gens lui disent, ce qu'ils lui demandent. Arraché depuis des années à son pays, il vient d'entendre des mots de son dialecte. Moment inoubliable. Pour la première fois, un homme est revenu à son point de départ, après avoir fait le tour du monde. Peu importe qu'il s'agisse d'un esclave insignifiant, ce n'est pas dans l'individu, mais dans son destin, que réside ici la grandeur. Car cet esclave malais dont nous ne connaissons que le nom de baptême Enrique, qu'on a enlevé de son île
et traîné en Europe, à Lisbonne, en passant par l'Inde et l'Afrique, qui a regagné par le Brésil et la Patagonie la sphère où l'on parle sa langue, est le premier, parmi les myriades d'hommes qui aient jamais peuplé la Terre, qui en ait fait le tour. En 7 minutes, Magellan se rend compte qu'il a atteint son but. Il est revenu par l'Est à la sphère des langues malaises, qu'il a quitté 12 ans auparavant en se dirigeant vers l'Ouest. Bientôt, il sera à Malacca, où il a acheté son esclave et où il le ramènera sain et sauf. Que ce soit demain ou plus tard, lui-même ou un autre qui atteigne les îles promises, cela lui est indifférent. Car l'essentiel est fait. Il a prouvé qu'en poursuivant toujours dans la même direction, que ce soit du côté où le soleil se lève ou du côté opposé, on doit revenir au point d'où l'on est parti. Ce que les savants supposaient depuis des milliers d'années est devenu, grâce au courage d'un individu, une certitude. La Terre est ronde, et voici un homme qui vient d'en faire l'expérience. Ces journées passées à Massawa sont les plus heureuses de tout le voyage. L'étoile de Magellan est au zénith. Il y aura 1 an dans 3 jours qu'il a dû, à San Julián, se défendre par la violence contre la conspiration. Et depuis, que de misère, que de souffrance, que de malheur. Derrière lui, il y a une horreur sans fin, la famine, les nuits de tempête dans la mer inconnue. Derrière lui, la plus effroyable de toutes les tortures, le doute, qui pendant des mois et des mois lui a rongé l'âme et lui faisant se demander constamment s'il menait dans la bonne direction la flotte qu'on lui avait confiée. Mais à présent, l'affreuse dissension qui s'était manifestée dans ses équipages est enterrée pour toujours. C'est une vraie fête de la résurrection que Magellan peut célébrer en ces jours de Pâques. Les nuages sombres une fois dissipés, il ne reste plus que la gloire de l'exploit accompli. Le but, auquel il aspirait ardemment depuis des années et des années, est atteint. Magellan a trouvé la route vers l'ouest, qu'ont cherché en vain Christophe Colomb, Amérique Vespucci, Cabot, Pinzon et tous les autres navigateurs. Il a découvert des pays et des mers qu'aucun autre n'a vus avant lui. Il a traversé un immense océan qu'aucun Européen, aucun homme n'a jamais traversé. Il est allé plus loin que personne ne l'a jamais fait. À côté de cela, combien est facile ce qui reste à accomplir. Quelques jours encore pour se rendre aux Moluques, les îles les plus riches de toute la terre, et il aura tenu la promesse faite à l'empereur. Il embrassera avec reconnaissance l'ami Serrao, qu'il a toujours encouragé, et lui a indiqué le chemin. Puis il emplira d'épices la cale de ses navires, et en route vers l'Espagne par la voie bien connue qui passe par l'Inde et le cap de Bonne-Espérance. En route vers l'Espagne par l'autre moitié de la terre, cette fois en vainqueur, en triomphateur, en homme riche, en gouverneur, avec au front le laurier impérissable de l'immortalité. Aussi inutile de se hâter, de se presser, qu'on jouisse du repos, du bonheur pur de l'accomplissement de la tâche assignée, après les mois douloureux du voyage dans l'inconnu. Les argonautes victorieux se reposent au port qu'ils ont enfin atteint. Magnifique est le paysage, paradisiaque le climat, doux et hospitalier les indigènes qui sont encore à l'âge d'or, paisibles, insouciants et paresseux. Mais, outre la paresse et la tranquillité, ces enfants de la nature aiment la bonne chair. Et c'est ainsi que les matelots affamés, qui, peu de temps avant, mangeaient encore de la sciure et des rats, tombent d'un seul coup dans un pays de cocagne. La tentation des mets appétissants est si forte que même le pieux Pigafetta, qui jamais n'oublie de prier la Sainte Vierge et tous les saints de ne pas tomber dans le péché, en commet un lourd. Car ce n'est pas seulement un vendredi, mais par-dessus le marché un vendredi saint, que Magellan l'envoie auprès du roi de l'île. Et ce dernier, qui s'appelle Calambou, l'introduit en grande pompe dans sa hutte de bambou où mijote dans une chaudière une magnifique viande de porc, grasse, croquante à souhait.
par politesse envers son hôte, et peut-être aussi par gourmandise, Pigafetta commet le péché. Il ne peut résister à l'odeur savoureuse. Il mange, en ce jour saint, de cette viande délicieuse, qu'il arrose d'un bon vin de palme. Mais à peine le repas est-il terminé, que le roi l'invite à en prendre un autre. Les jambes croisées, comme des tailleurs au travail, raconte Pigafetta, les invités doivent se mettre à table. Et les plats circulent, pleins jusqu'au bord de poissons rôtis, parfumés de gingembre fraîchement cueilli et arrosés de vin de palme. Et le pêcheur continue à pêcher. Mais ce n'est pas fini. Le fils du roi vient à son tour saluer Pigafetta et son compagnon. Et par politesse, ils doivent prendre place à sa table et manger une troisième fois. Pour changer, on leur sert du poisson bouilli et du riz épicé. Et l'on boit si vaillamment que le camarade du chroniqueur doit être conduit chancelant et bégayant vers une natte de bambou pour y cuver la première ivresse d'un Européen aux îles Philippines. Et l'on peut être sûr qu'il y rêve du paradis. Mais les indigènes ne sont pas moins enthousiasmés que leurs hôtes affamés. Quels hommes étonnants sont arrivés par la mer, et quels magnifiques présents ils ont apportés. Des verres lisses, dans lesquels on peut voir son visage, des couteaux à la lame brillante, de lourdes haches, avec lesquelles on peut abattre un palmier d'un seul coup. Magnifique aussi, le bonnet rouge vif et l'habit turc dans lequel le roi se pavane à présent. Incroyable, cette armure merveilleuse contre laquelle les coups ne peuvent rien. Sur l'ordre de l'amiral, l'un des matelots a revêtu sa cuirasse, et les indigènes lancent sur lui leurs pauvres flèches d'os, mais l'homme invulnérable rit et se moque d'eux. Et quel enchanteur, ce Pigafetta! Il tient à la main un bout de bois, ou la plume d'un oiseau quelconque, et quand on dit quelque chose, il fait avec la plume des signes noirs sur une feuille blanche, ce qui lui permet plus tard de répéter exactement ce qu'on lui a dit 2 jours auparavant. Et quel spectacle magnifique! Ces dieux blancs préparent le jour qu'ils appellent le dimanche de Pâques. Ils dressent sur la table une sorte de meuble qu'ils dénomment autel, au-dessus duquel une croix brille au soleil. Et ils viennent tous, 2 par 2, l'amiral et 50 hommes dans leurs plus beaux habits. Et pendant qu'ils s'agenouillent devant la croix, des éclairs partent brusquement des navires, et quoique le ciel soit tout à fait serein, on entend le tonnerre rouler sur la mer. Comme ils supposent que ce que ces hommes sages et puissants font là doit être quelque chose qui opère des miracles, les indigènes imitent respectueusement tous leurs mouvements. Ils s'agenouillent, eux aussi, et embrassent la croix. Et c'est avec joie qu'ils remercient l'amiral lorsque celui-ci leur déclare qu'il veut leur faire une croix d'une hauteur telle qu'on pourra la voir de partout sur la mer. Il a ainsi obtenu 2 choses en peu de jours. Le roi de cette île est devenu non seulement l'allié du roi d'Espagne, mais aussi un frère chrétien. On a gagné non seulement un territoire à la couronne, mais aussi les âmes de ces enfants de la nature à la foi catholique. Jour magnifique, idyllique que se passait à Massawa. Mais à présent, assez de repos, Magellan. Les matelots sont rétablis. Pourquoi attendre encore? À quoi bon découvrir une petite île de plus alors que tu as fait la plus grande découverte du siècle? Qu'on se rende aux îles des Épices, et tu auras rempli ta mission. Puis retourne au pays, où une femme t'attend pour te montrer le 2e fils qu'elle a mis au monde après ton départ. Rentre au pays pour confondre les mutins qui t'ont lâchement abandonné, pour apprendre au monde ce qu'ont pu faire le courage d'un gentilhomme portugais, l'énergie et le dévouement d'équipages espagnols. Ne fais pas attendre plus longtemps tes amis, ne laisse pas plus longtemps dans l'incertitude ceux qui ont eu confiance en toi. Rentre en Europe, Magellan. Mais ce qui fait le génie d'un homme est parfois aussi son malheur. Et le génie de Magellan, c'est la patience. Chez lui, le sentiment du devoir est plus fort que le désir de rentrer en vainqueur et de recevoir les remerciements de l'empereur. Tout ce que cet homme a entrepris jusqu'ici, il l'a commencé avec soin et mené à bonne fin. Cette fois encore, Magellan ne veut pas quitter l'archipel des Philippines sans l'avoir, en quelque sorte, exploré de part en part, et y avoir établi la souveraineté de l'Espagne. Il ne peut se considérer comme satisfait parce qu'il a simplement visité et annexé une petite île. Comme il dispose de trop peu d'hommes pour pouvoir laisser ici des représentants et des agents,
Il veut pouvoir conclure, avec les princes les plus puissants de l'archipel, des traités semblables à celui qu'il a conclu avec le petit chef indigène Kalambou, et planter sur toutes les Philippines le drapeau castillan et la croix chrétienne. Sur sa demande, le roi Kalambou lui indique l'île la plus grande de l'archipel, qui est Sébou. Et lorsque Magellan le prie de lui donner un pilote qui puisse l'y conduire, le prince sollicite humblement l'honneur de le servir. Cet honneur d'être piloté par le roi retarde à vrai dire le voyage, car à l'occasion de la récolte du riz, le brave Kalambou a tellement mangé et bu que ce n'est que le 4 avril que la flotte peut se confier à lui. Les navires quittent le rivage béni qui les a sauvés de la pire misère. Glissant sur les eaux tranquilles de l'archipel, ils longent de petites îles dont la population leur fait de loin des signes amicaux, et se dirigent vers celle que Magellan a lui-même choisie. Car, ainsi que l'écrit tristement le pauvre Pigafetta, « Così voleva la sua infelice sorte » ainsi le voulait son malheureux destin.